Bonjour tout le monde. Donc on va commencer le deuxième panel qui va traiter de l'environnement du capital investissement en Tunisie, les mythes et perspectives. Donc dans ce panel, tout d'abord, on va discuter des grandes lignes de la réglementation tunisienne, c'est-à-dire le cadre législatif et le cadre fiscal, et aussi son impact sur les professionnels à travers la vision des véhicules d'investissement, SICAR, notamment à travers la BIAT Capital Risk, et des sociétés aussi de gestion offshore à travers la société Africa Invest. Avec M. Chrik, on va discuter de l'environnement du private equity en France et de la réglementation et de son impact sur les capitaux risqueurs français, et notamment avec les nouvelles exigences c'est-à-dire des directives AIFM, et aussi l'introduction d'un nouvel instrument financier qui est le SLP, c'est-à-dire la Société libre de participation. Sur le panel aussi, il y a le régulateur, le CMF, et on va c'est-à-dire voir avec le CMF sa vision sur l'évolution du secteur de private equity en Tunisie. Donc sur le panel, nous avons M. Rafiq Mzeh, chef de service juridique d'Africa Invest, M. Hervé Chrik, ancien président de l'AFIC et président du club Afrique à l'AFIC, M. Karim Ghenim, président de l'ATIC et aussi président directeur général de la BIAT Capital Risk, Mme Céline Bechbaweb, chef de département offshore et capital investissement, et finalement avec le modérateur Mme Selma Ballera, qui est la directrice générale du fonds ACP. Bonjour, donc je suis Selma Ballera, comme l'a présenté Akram, donc directrice générale de la société Alternative Capital Partners. C'est une société de gestion de fonds d'investissement dont l'actionnaire de référence est le groupe français ACG. Donc je commence. Les différents panélistes ont été donc présentés par Akram. Je pense que c'est pas la peine de les représenter. Donc on va traiter du thème de l'environnement du capital investissement. On va parler de ses limites et de ses perspectives. En fait, la loi régissant le capital investissement a été promulguée en Tunisie en 1995. Depuis cette date, cette loi a été amendée et enrichie plusieurs fois, notamment par la création d'un cadre réglementaire pour les fonds communs de placement à risque et les fonds d'amorçage en 2005. Et le dernier amendement significatif a été effectué en 2011. En 2014, les sociétés d'investissement et sociétés de gestion de fonds ont investi donc 223 millions de dinars dans les PME tunisiennes. Cette contribution aurait pu être beaucoup plus importante que ça si l'environnement réglementaire était plus incitatif. Dans ce cadre, donc, je m'adresse à Karim Ghenim, qui est donc président de l'ATIC et opérateur à travers la BIAT SICAR, la BIAT Capital SICAR. En tant que président de l'ATIC et opérateur du secteur, quelles sont brièvement les grandes lignes de la législation tunisienne qui régit le métier et les points qui, selon vous, vous semblent un frein au développement de ce métier? Merci Salma. Alors en fait, les grandes lignes qui régissent le métier du capital investissement. Il faut d'abord que, tout d'abord, donc il y a une condition d'exercice. Donc c'est la fameuse loi de 2011 qui a instauré une condition d'exercice où elle peut être apparentée à un certain cadre libre de l'exercice du métier du capital investissement. En fait, la condition d'exercice stipule ou requiert en fait l'utilisation de au moins de 80% des ressources qui sont mises à la disposition des SICAR ou des fonds, des FCPR, dans tout type de projet, à l'exception de l'immobilier à usage d'habitation. Il faut savoir aussi que sous certaines conditions, même, là je parle un peu du cadre libre de l'exercice du métier, sous certaines conditions, il y a une possibilité de bénéficier de certains avantages fiscaux limités suite à une participation dans ce cadre libre.
y a aussi donc, un cadre dédié, donc c'est le cadre fiscal. Donc en plus un petit peu de cette condition d'utilisation de 80% des ressources, en plus de cette condition-là, il y a, si on veut bénéficier d'un avantage fiscal, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, donc il y a une obligation de respecter un ratio d'emploi minimum de 65%. Donc il faut investir au moins 65% des ressources dans un catalogue d'investissement qui est très restrictif. Donc il y a donc deux conditions à respecter. Une condition pour être considérée comme une SICAR ou un FCPR au sens large. Et si jamais on veut bénéficier d'un avantage fiscal, donc là, il y a lieu en fait de respecter un certain ratio d'investissement de 65% au moins des fonds, mais dans un cadre qui est très restrictif. En fait, là, ce n'est pas réellement le problème. Donc déjà, c'est un problème le fait d'avoir un scope d'investissement assez réduit, sachant que 70 à 80% des fonds qui sont levés en Tunisie sont levés dans le cadre dédié. Donc 70 à 80% des fonds doivent respecter ce ratio d'investissement avec un scope très réduit. Donc, ce qui est encore en fait un peu plus contraignant, c'est que il y a en plus de ça certaines conditions qui viennent s'ajouter un petit peu à cette rigidité au niveau du scope, du champ d'intervention. Parmi ces rigidités, on peut citer donc en fait l'obligation d'investir uniquement dans des projets d'investissement physique. Donc il y a une obligation. Dans le cadre de ce ratio de 65%, il faut en plus investir dans des projets d'investissement physique, donc création d'usines par exemple, et il faut que ces schémas d'investissement soient agréés par les autorités de tutelle. Il y a une deuxième en fait rigidité, c'est que cet investissement doit se faire principalement sous forme d'actions ordinaires. Donc il y a une certaine possibilité d'utiliser des obligations convertibles en actions, sauf qu'il y a certaines contraintes qui ont été imposées à la rémunération donc, de ces OCA et qui fait que réellement, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs qui sont en train de profiter de cet instrument de financement. Donc il y a aussi un point qui est à notre sens très limitatif, à savoir l'absence d'instruments financiers adéquats pour faire des montages financiers donc, dans le cadre des transactions de capital investissement. Donc pour être plus précis, on n'a pas dans notre législation donc des instruments financiers tels que les actions de préférence, donc les preference shares. Sachant que par exemple en France ou ailleurs, donc dans les pays développés et aussi même au Maroc récemment qui a introduit cette législation, dans les pays développés, il y a presque plus de transactions qui se font en actions ordinaires. Donc toutes les transactions de capital investissement se font en utilisant des actions de préférence et non plus d'actions ordinaires. Il y a aussi, dans notre législation, on n'a pas les stock options. Alors que les stock options, c'est un instrument nécessaire pour que réellement on puisse aligner les intérêts entre les investisseurs financiers d'un côté et les porteurs de projets d'un autre côté. Il y a aussi l'absence en fait de vente de souscription d'actions aussi. On pourrait l'utiliser comme un moyen d'alignement des intérêts. Donc tout ça, ce sont des instruments financiers qui nous manquent. Et au niveau de l'association, on a essayé depuis déjà 3 années on a amené des experts, on a présenté un rapport en fait sur la faisabilité technique. On s'est même proposé d'écrire la loi, donc des projets de loi, un projet, pour que réellement on puisse avancer rapidement sur l'instauration de ces instruments-là que nous estimons être indispensables pour que le métier, pour bien faire le métier, pour bien structurer les transactions. Il y a aussi un point qui est très important, c'est que c'est en fait une absence de définition de la PME, mais une définition objective, c'est-à-dire une définition qui prenne en considération le nombre d'emplois, chiffre d'affaires, total actif. Et ça, c'est la définition qui est communément admise par les instances internationales et par les différentes législations, en fait. Nous, au sens du capital risque et du capital investissement, la PME, elle est liée au faux produit
et avec une contrainte en fait de ne pas dépasser un coût d'investissement agréé de 10 millions de dinars. Donc il y a lieu en fait de dépasser cette contrainte à mon avis. Un autre point un peu plus général, c'est que la législation n'est pas tournée réellement vers les besoins de financement, les besoins financiers de la PME. Donc on essaye de focaliser zone de développement régional, on essaye de cibler certains secteurs d'activité, mais on ne pense pas, le législateur malheureusement ne pense pas à la PME, à ses besoins financiers sur tout le cycle de son évolution. Donc ça c'est un point franchement qu'on mériterait bien de développer, parce qu'il ne s'agit pas juste de créer une société ou de regarder un petit peu les besoins financiers d'une société au stade de création et après donc ne pas focaliser sur ses besoins une fois cette société se développe. Il y a aussi donc une absence claire de la définition de l'innovation. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas réellement une définition claire de l'innovation, alors que déjà dans le cadre dédié, on parle un petit peu de financement de projets innovants. Il faut qu'on se mette d'accord une fois pour toutes. Qu'est-ce que l'innovation? Est-ce que c'est une innovation process, comme l'entend peut-être le législateur, ou bien c'est une innovation au sens large, qui regroupe n'importe quelle en fait, façon de faire qui pourrait toucher aussi bien le marketing que la distribution. Donc on a intérêt un petit peu à regarder aussi ce problème-là. Là, donc, ce sont les principales défaillances un petit peu qui mériteraient d'être redressées. Il y a juste un autre point qui va peut-être être débattu, peut-être après, on va en discuter. Mais là, c'est un petit peu les grands problèmes un peu qu'on voit pour le cadre onshore de l'exercice de l'activité du capital investissement, qui se fait en grande partie, comme je vous ai dit, dans un cadre défiscalisé. Voilà. Merci Kelly pour cet état des lieux. Je vois qu'il y a beaucoup de points à améliorer. Et là, donc, je m'adresse à Hervé Schrick. Hervé Schrick a une grande expérience dans le capital investissement et a été président de la FIC pendant 2 ans. Donc, Hervé, le secteur a connu une évolution spectaculaire en France en termes de levée de fonds et d'investissement. Est-ce que vous pensez que certaines mesures d'ordre réglementaire, législatif ou fiscal, à la fois pour les fonds et pour les gestionnaires de fonds, ont contribué à cette évolution? Merci Selma. D'abord, je voudrais remercier le président Ghanim, son délégué général et la TIC, partenaire de longue date de la FIC, de nous avoir invités à un moment où nous avons créé un club Afrique, qui est le premier club régional de notre association et qui est l'indication que nous voulons mobiliser nos expertises et nos compétences et j'espère des capitaux pour participer au développement du continent parce que nous sommes convaincus que le capital investissement est un moyen certes risqué comme ça a été évoqué tout à l'heure mais fondamental pour participer au financement des PME et probablement à l'intégration dans l'économie de la partie la moins visible des activités humaines qui sont parfois un petit peu occultes et quand on aide les PME à se structurer, forcément les choses deviennent un petit peu plus officielles et je pense que c'est l'intérêt des États d'augmenter la part de l'économie officielle. Alors oui, nous avons un cadre juridique qui a permis au travers de différents types de véhicules de bénéficier de conditions favorables pour exercer notre activité. En gros, nous avons des véhicules destinés aux institutionnels qui s'appelaient FCPR jusqu'à maintenant FPCI depuis à peu près 1 an et qui bénéficient d'une transparence fiscale, mais pas d'incitation à l'entrée. Par contre, nous avons des véhicules qui sont les FCPI et les FIP qui sont destinés à une clientèle de particuliers qui bénéficient d'une incitation fiscale à l'entrée et la même transparence fiscale à la sortie, donc très intéressant pour un investisseur. Et si j'ai une comparaison à faire qui peut vous intéresser, c'est la situation entre la France et l'Allemagne. Nous avons l'habitude de beaucoup comparer en disant que la France est moins favorisée que l'Allemagne ou se développe moins.
Il se trouve que vous pourriez vous attendre à ce que le capital investissement allemand soit plus puissant que le capital investissement français. C'est exactement l'inverse. Nous représentons la deuxième industrie de capital investissement européenne, et c'est parce que nous avons une législation plus adaptée que la législation allemande. Je ne vais évidemment pas vous dire qu'elle est parfaite, parce que sinon la FIC n'aurait plus grand-chose à faire, mais elle est sensiblement plus favorable. La législation allemande n'est pas favorable. Et quand il y a eu un éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, les équipes allemandes de capital innovation ont disparu. Ce n'est pas seulement les sociétés qui ont disparu, c'est qu'il y a eu disparition des équipes. Et pas en France. Et pourquoi? Parce qu'en France, on a mis en place en 1997 un dispositif fiscal qui permettait aux particuliers de souscrire avec une déduction fiscale sur l'impôt sur le revenu. Les gens sont très sensibles à ça, à condition de respecter un certain nombre de ratios. Alors là, pour le coup, nous avons un catalogue qui est assez complexe et qui avait tendance à changer tous les ans, donc ça n'était pas la partie la plus favorable. Mais les Allemands nous ont envié ce dispositif qui a permis qu'aujourd'hui, nous ayons des équipes de capital innovation qui sont opérationnelles, alors qu'en Allemagne, il n'y en a quasiment plus. Et que les Français, au contraire, sont en train de pénétrer. Ma société que j'ai créée il y a 14 ans, maintenant, Xange est présente en Allemagne, à Munich et Berlin. Pourquoi? Parce que les conditions y sont à la limite plus favorables en termes d'investissement qu'en France, parce qu'il y a moins de concurrence, parce qu'il y a peu d'équipes allemandes. Donc je crois que si on veut une industrie forte dans le capital investissement, il faut avoir une vision de long terme. Ce n'est pas un cadeau qui est fait au fonds d'investissement. C'est vrai que nous n'avons pas de TVA sur les commissions de gestion, mais ça nous met au niveau indispensable pour éviter qu'il y ait des surcoûts qui ne sont pas appréciés du tout de la part des investisseurs internationaux. Nous essayons de nous mettre dans les conditions les plus favorables en termes de compétitivité, notamment par rapport aux anglo-saxons. Tout à l'heure, on évoquera une nouvelle évolution qui va dans ce sens-là. C'est un investissement de long terme. Pour les gouvernements, c'est évidemment un pari. C'est un pari sur la croissance. C'est un pari payant. Aujourd'hui, nous sommes capables de démontrer les sociétés accompagnées par le capital investissement, qui représentent aujourd'hui 1,5 million d'emplois, représentent plus de 5000 entreprises, ont un taux de croissance et un taux d'emploi beaucoup plus important, significativement plus important que les autres entreprises comparables de l'économie française. Donc tout ça, ça résulte en quoi? En charges sociales, en impôts, en revenus pour l'État. C'est évidemment, dans un second temps, c'est évidemment indirect, mais c'est fondamental pour le soutien au développement économique du pays. Merci Hervé. Bon, je vois que pour cette comparaison, en fait, on fait donc la comparaison entre, disons, l'industrie du capital investissement en Tunisie et l'industrie du capital investissement française, parce qu'en fait, on est toujours en train de comparer entre les deux pays. Donc là, je m'adresse à Rafi Mzeh. Afrique Invest opère dans plusieurs pays émergents en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, dont la Tunisie. Au vu de votre expérience sur ces différents marchés, quelles pourraient être les mesures d'ordre réglementaire et législatif qui pourraient booster le capital investissement en Tunisie, surtout concernant des pays concurrents de la Tunisie? Merci beaucoup à l'ATIC pour cette invitation. Effectivement, je pense qu'Afrique Invest, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, a une bonne visibilité de ce qui se passe dans notre environnement et puis de la compétition aujourd'hui acharnée que d'autres destinations et que d'autres pays ont avec la Tunisie. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue une destination que beaucoup d'acteurs et d'équipes en Europe regardent. Et donc les gestionnaires de fonds tunisiens installés en Tunisie font face à une compétition non seulement interne, mais aussi externe acharnée. Et aujourd'hui, il est très dur pour les équipes de gestion en Tunisie de faire face donc à cette compétition mondiale. Parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, il y a beaucoup de freins, des freins fiscaux, des freins réglementaires, que nous nous battons tous les jours avec l'administration pour essayer de lever et d'adoucir. Le premier point que je souhaiterais aborder, c'est donc les frais de gestion. Aujourd'hui,
pour un gestionnaire tunisien qui facture des prestations de services au fonds, donc à son fonds d'investissement, il y a une TVA de presque 20% qui est appliquée. Alors qu'en France, Hervé, vous le savez très bien, il n'y a pas de TVA applicable sur les prestations de services des gestionnaires de fonds. Ce qui fait que 20% aujourd'hui de la rémunération des gestionnaires est fiscalisé. 20%, c'est-à-dire que pour une équipe de 10 personnes, d'une équipe de gestion, ça pourrait être l'équivalent de 2 personnes supplémentaires, 2 personnes qui pourraient faire le suivi, un meilleur suivi des sociétés de portefeuille, 2 personnes qui pourraient prospecter et donc trouver de meilleurs projets, 2 personnes qui pourraient trouver de meilleures sorties pour la société. Donc je pense qu'il est très urgent d'adopter une exonération fiscale de la TVA en Tunisie. Enfin, je parle de mesures très concrètes parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit concret. Deuxième point dont je souhaiterais parler aujourd'hui, c'est une aberration qui est la taxation de la plus-value en Tunisie. Je pense qu'aujourd'hui, quasiment la plupart des opérations, vous avez parlé, 70% aujourd'hui de l'activité de fonds d'investissement en Tunisie, des gestionnaires, se fait dans le cadre dédié, dans le cadre du catalogue, c'est-à-dire dans un cadre qui souhaite obtenir une exonération fiscale à l'entrée et à la sortie. Mais j'allais dire, c'est un catalogue qui est très restrictif et qui limite tout un pan de l'économie du financement. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec des centaines de PME qui n'arrivent pas à trouver un financement parce qu'elles ne sont pas dans ce catalogue. Et donc pour attirer l'épargne vers ces sociétés-là, il faut qu'il y ait une exonération pour la plus-value de cession des fonds lors de la sortie. Aujourd'hui, et c'est Aziz Mbarak qu'on parlait tout à l'heure lors du premier panel, en France, il y a une exonération de la plus-value de cession du moment qu'on détient donc les actions dans la société au bout de 2 ans. Mais je dirais, il ne faut pas aller voir ailleurs qu'en Tunisie. Aujourd'hui, en Tunisie, lorsqu'on investit au-delà d'1 an de détention, vous êtes exonéré de plus-value de cession. Donc je dirais même ici, en Tunisie, il y a une exonération de la plus-value de cession sur la bourse. Très bien, pour la bourse, il faut garder ça, mais pour le private equity, imaginez un gestionnaire de fonds qui va payer ses équipes, qui va prendre un risque, qui va aller financer des PME, qui va assurer un suivi pour créer de la plus-value, et au bout de 5-6 ans de détention, on va aller le fiscaliser plein pot sur la plus-value de cession s'il ne fait pas partie d'un catalogue. Donc là, il est vraiment urgent pour l'administration tunisienne d'alléger cette fiscalité de la plus-value en Tunisie. Troisième point dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est les ratios réglementaires qui sont applicables aux fonds tunisiens et au CPR. Aujourd'hui, il y a un ratio de diversification de 15%. C'est-à-dire qu'un fonds d'investissement tunisien doit diversifier ses actifs et donc ne pas s'exposer à plus de 15% du fonds dans un projet donné. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'investisseurs avertis, institutionnels dans les fonds, et qui connaissent très bien les sous-jacents et qui n'ont pas besoin de cette diversification. Et en plus, cette diversification, on ne la trouve pas en bourse, pour faire toujours le parallèle par rapport aux gestionnaires d'actifs boursiers. Donc il est vraiment urgent d'alléger ces ratios de diversification, en tout cas de les élever. Deuxième ratio dont je souhaiterais parler aujourd'hui, c'est les ratios d'obligations convertibles, dont Karim a parlé tout à l'heure. L'obligation convertible est un instrument très important pour nous en Tunisie, et aujourd'hui, on ne peut pas investir plus de 30% du fonds dans des obligations convertibles. Donc c'est un instrument, l'obligation convertible, qui permet aux gestionnaires d'avoir une exposition au risque qui est amoindrie et qui permet aussi d'avoir de la flexibilité sur l'évaluation du sous-jacent et de la société de portefeuille en disant que nous pouvons décaler les modalités de conversion et d'évaluation de la société à une période future, le temps de rentrer dans la société et de voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc il est très important d'essayer d'augmenter ce ratio d'obligations convertibles. Je parle d'obligations convertibles et Karim en a parlé tout à l'heure, c'est le manque d'instruments financiers aujourd'hui en Tunisie est très préjudiciable à la profession. Nous, on travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest. Il faut savoir qu'en zone OHADA, aujourd'hui, les actions de préférence ont été adoptées et donc un investisseur en Afrique de l'Ouest peut investir dans des actions de préférence, alors qu'en Tunisie, nous sommes encore limités aux ADP SDV ou bien aux certificats d'investissement qui sont encore archaïques par rapport aux autres instruments. Et aujourd'hui, en Tunisie, pour essayer de toucher au code des sociétés commerciales,
il faut passer par une multitude d'interlocuteurs dans l'administration, le ministère de la Justice, le ministère des Finances. Donc on essaie de travailler avec eux, mais c'est vrai que les délais, et ça prend beaucoup de temps. Voilà un petit peu sur les quelques points concrets qui pourraient être des quick wins qu'on pourrait implémenter très rapidement pour essayer de booster le capital d'investissement en Tunisie. Cyril, tu as parfaitement entendu ce qu'a dit Karim Rnim, Hervé Chrik et Rafik Mzeh. Donc, en fait, le CMF est l'autorité de marché financier en Tunisie. Et à ce titre, votre contribution devrait être très importante pour l'amélioration du cadre réglementaire et fiscal du capital investissement, ainsi que pour le développement du métier. Est-ce que vous travaillez avec donc les autres ministères, notamment le ministère des Finances et le ministère de l'investissement et de la coopération internationale pour l'amélioration de ce cadre? Et qu'est-ce que vous préconisez dans les jours à venir et dans les mois à venir pour l'amélioration de cette industrie? Merci Salma. Au fait, on travaille surtout en collaboration avec le ministère des Finances. Je dirais essentiellement avec le ministère des Finances. Le code d'incitation aux investissements, on n'a pas été sollicité donc par le ministère pour donner notre avis sur le code, mais apparemment il y a un nouveau code qui est en gestation pour le moment, qui est en préparation, donc peut-être qu'on sera sollicité pour donner notre avis sur ce code. Historiquement, donc, le capital risque a démarré en Tunisie en 1995. Il y a eu plusieurs amendements. Les plus importants ont eu lieu en 2005 avec la création donc, du capital risque sous forme de fonds, qui sont soumis au contrôle et à la tutelle du CMF. Le deuxième amendement, le plus important, je dirais, a eu lieu en 2011. Et là, donc, la principale nouveauté de la loi a été de dissocier le cadre légal du cadre fiscal. Et ce n'est plus donc une condition d'exercice d'investir 65% dans un catalogue de placement. Donc il y a eu le cadre libre où les investissements peuvent être réalisés à concurrence de 80% dans un champ libre, sauf l'immobilier à usage d'habitation. Mais en contrepartie, il y a eu des restrictions donc apportées par ce décret-loi de 2011. Nous sommes conscients donc qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau du cadre juridique du capital risque. Je citerai quelques pistes de réflexion. C'est notamment le ratio de 80% qui doit être revu à la baisse. C'est un ratio qui est exagéré à notre sens. Au niveau de la communauté européenne, je crois que ce ratio est de 60 ou 70%. Donc je ne vois pas l'intérêt de porter, surtout dans le contexte économique tunisien actuel, ce taux à 80%. C'est un taux qui est vraiment contraignant, essentiellement pour les FCPR, qui peut-être au bout de 4-5 ans d'existence ne pourront plus payer les frais de gestion ou les autres frais qui sont à la charge du fonds, puisque 20% c'est insuffisant pour payer toutes les charges qui sont à la charge d'un fonds. La deuxième piste de réflexion, c'est le ratio de diversification de risque dont a parlé Bafir tout à l'heure. C'est vrai que c'est un ratio contraignant. Nous préconisons en tout cas au niveau du CMF de garder ce taux de 15% pour les fonds qui sont destinés à des investisseurs non avertis, parce que là, c'est des investisseurs qui doivent être protégés. Et une des moyens de protection de ces investisseurs, c'est la diversification de leur portefeuille. Par contre, ce taux peut être élevé à 30, 35 ou même plus pour les investisseurs avertis, moyennant bien sûr que cette information soit portée dans le prospectus et le règlement intérieur. Surtout que la lacune du texte tunisien, c'est qu'en contrepartie, on peut avoir un investisseur lambda qui a un certain montant, que ce soit un petit montant ou un gros montant, qui peut le placer auprès d'un intermédiaire en bourse. Et cet intermédiaire en bourse n'est pas obligé donc de diversifier le portefeuille de son client et encore moins de placer dans des sociétés cotées. Donc on a une contrepartie, une réglementation qui permet à un investisseur qui ne va pas être protégé, qui va placer son argent, du moins 100% de son argent dans une société non cotée, et en contrepartie des investisseurs avertis qui investissent dans des FCPR donc gérés par des professionnels, de voir son portefeuille justement limité à 15% dans certains titres. Donc là, je pense qu'il faut soit relever le taux, soit complètement déplafonner le taux. Donc c'est des discussions qui doivent avoir lieu avec la profession. L'autre chose qui, à notre sens, doit être modifiée, c'est le code des sociétés commerciales par l'ajout de nouveaux instruments financiers, surtout les PFFHS. Nous avons en Tunisie les ADP et les certificats d'investissement, donc c'est apparemment des produits qui sont devenus obsolètes. Et ce que nous remarquons, c'est que de par le monde, maintenant, on utilise de nouveaux produits financiers qui sont plus adaptés au métier de capital risque. Une autre piste de réflexion, c'est les normes comptables.
nous avons une grande lacune au niveau des textes tunisiens, c'est qu'il n'y a pas de normes comptables spécifiques au secteur du capital risque, ce qui fait que maintenant parler de track record pour un FCPR n'a pas vraiment de sens, étant donné qu'il n'y a pas de normes comptables qui fixent la valorisation des titres en portefeuille. Donc, je dirais qu'on peut mettre n'importe quelle valorisation au niveau du portefeuille, avoir un track record qui ne sera pas, en fait, le track record réel à la liquidation du fonds. Et la dernière chose, au fait, à laquelle nous sommes en train de réfléchir, c'est carrément extraire les textes de capital risque du code des OPC. Au fait, la grande erreur qui a été faite en 2005, c'est d'assimiler les FCPR et les fonds d'amorçage à des OPCVM et d'insérer des articles au niveau du code des OPC qui ont régi le secteur du capital risque, et c'est des articles qui sont carrément inadaptés au secteur du capital risque. Donc en 2011, on a enlevé déjà certains articles pour permettre déjà une libération progressive des parts, pour ne permettre qu'aux sociétés de gestion agréées par le CMF pour exercer le métier de capital risque, pour gérer les fonds communs de placement à risque et les fonds d'amorçage. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire au niveau du code des OPC, donc extraire en fait la réglementation relative aux FCPR du code des OPC. Donc vous avez un grand chantier en perspective. Un chantier essentiellement donc, avec le ministère des Finances, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration. Et donc il y a eu des discussions qui ont déjà été engagées avec l'ATIC et le ministère des Finances. Il y a eu des réunions qui ont porté justement sur la définition de PME. Le lien entre PME et FOPRODI, nouveaux promoteurs, donc apparemment ça va être revu au niveau du code d'incitation aux investissements. Donc il y a beaucoup de pistes de réflexion. En fait, nous sommes en train d'étudier dans des commissions les questions donc, qui ont été évoquées par Kevin Mernim tout à l'heure. Merci Cyril. Hervé, donc je reviens vers vous. En fait, en France, le cadre réglementaire vient d'être enrichi par un nouveau véhicule type Limited Partnership. C'est la société libre de participation, et qui cible plus particulièrement les investisseurs étrangers. D'après vous, qu'est-ce que ce véhicule va apporter au secteur du capital investissement en France? Alors, je crois qu'un des éléments intéressants, c'est que le gouvernement, dans des délais extrêmement brefs, s'est emparé de cette proposition que nous avons faite, d'enrichir notre dispositif d'un véhicule qui allait permettre de répondre aux préoccupations d'un certain nombre d'investisseurs étrangers qui ont l'habitude des limited partnerships du monde anglo-saxon, qui ne sont pas forcément basés en Grande-Bretagne, mais parfois dans ce qu'on a connu d'appeler des paradis fiscaux, et qui s'apparentent à des sociétés en commandite. Et donc nous avons une loi qui devrait être votée définitivement et promulguée au mois de juillet. Nous espérons que les décrets d'application vont sortir dans des délais très brefs juste après. Maintenant, d'ici juillet, il peut se passer un certain nombre de choses, mais pour l'instant, tout est bien engagé. Il y a une forte volonté politique de le faciliter. Pourquoi? Parce que c'est une question de compétitivité, et il s'agit d'augmenter la flexibilité, la souplesse de ces véhicules pour qu'ils soient comparables et compréhensibles par des investisseurs étrangers qui ont besoin de retrouver des caractéristiques qui sont les leurs. Par exemple, c'est un véhicule qui, contrairement aux OPCVM, va avoir la personnalité morale. Les FCPR, FPCI aujourd'hui ne l'ont pas. Les anglo-saxons sont plus habitués à ça. D'autre part, en Allemagne, ça va donner la possibilité pour les Allemands de considérer que c'est un véhicule effectivement transparent fiscalement, parce que les Allemands regardent beaucoup la structure juridique des véhicules plus qu'une situation dite fiscale. Et donc c'est indispensable, si vous voulez attirer des investisseurs allemands, d'avoir un véhicule de ce type-là. Je pense que c'est très intéressant. Ce véhicule va être très intéressant donc pour attirer des investisseurs étrangers. Rafik, est-ce que vous pensez que les investisseurs étrangers, particulièrement ceux qui investissent en Afrique, seraient intéressés d'investir en Tunisie si un véhicule de ce type existait en Tunisie? Écoutez, c'est une bonne question, c'est une grande question. Pourquoi avons-nous créé un club Afrique? C'est parce que nous pensons qu'aujourd'hui les investisseurs ne sont pas assez mobilisés sur la d'une part au niveau compétences, d'autre part au niveau de l'allocation des capitaux. Nous pensons qu'il y a un potentiel, un continent en croissance,
La Tunisie en fait partie. Après, c'est une question qu'il faudrait poser à des gens qui détiennent les capitaux et la clé des allocations d'actifs. Est-ce qu'ils vont aller sur la Tunisie plutôt que sur d'autres pays? On investit dans quoi? Dans des pays dont on a le sentiment que le cadre économique, réglementaire, etc. est favorable, suffisamment stable pour continuer dans la durée. On voit que les capitaux destinés à l'Afrique en général sont en forte croissance. Et vous avez un cas, je crois, entre autres, extrêmement parlant, qui est celui d'Africa Invest, que je connais particulièrement bien pour avoir participé à certaines aventures avec les fondateurs il y a une quinzaine d'années, et qui aujourd'hui est un acteur du capital investissement subsaharien. Donc je pense que la Tunisie a beaucoup de qualités et de caractéristiques qui devraient en faire un pays d'attractivité. Maintenant, il faut peut-être s'assurer que vous avez les dispositions qui sont favorables et qui donnent envie et qui facilitent le travail des opérateurs. Merci. Donc je repose la même question à Rafik. Merci Hervé, merci Salma. Effectivement, enfin, dans notre structuration de fonds, on est face à cette question de où est-ce qu'on doit domicilier nos fonds. Et je pense qu'il y a 4 facteurs importants qu'il faut qu'on mesure pour pouvoir mesurer l'attractivité de la destination Tunisie en tant que plateforme offshore pour que les investissements étrangers puissent venir s'installer et investir à partir de la Tunisie en Afrique. Premier critère qui est très important et qui est subjectif, qui est la réputation. Aujourd'hui, on est face à une mondialisation et aujourd'hui, on a eu quelques scandales qu'on a vus par exemple au Luxembourg ou dans quelques destinations qui ont rendu certains investisseurs frileux par rapport à certaines destinations. Donc aujourd'hui, avoir en place une loi contre le blanchiment d'argent et une loi sur la transparence financière est très importante. Bon, en Tunisie, nous avons une loi depuis 2006 sur le blanchiment d'argent. Sur le papier, elle est très bien, elle reflète très bien les critères du GAFI internationaux, mais en pratique, aujourd'hui, on a de la peine vraiment à l'appliquer et il n'y a pas vraiment d'éducation et de pédagogie qui est faite au niveau des banques par rapport à ça. C'est en train d'évoluer, mais la réputation financière est très importante et donc il faut un arsenal juridique curatif, mais aussi préventif, de formation et de sensibilisation de toute l'industrie financière par rapport à ça. Donc ça, c'est très important. Donc c'est la réputation. Deuxième critère très important, c'est la fiscalité pour attirer un investisseur étranger. Et la fiscalité, on voit dans certains pays qui en ont fait un sport national d'attirer les investisseurs étrangers. Ce qui importe, c'est le nombre d'accords de non-double imposition, parce qu'un investisseur ne cherche pas forcément à ne pas payer d'impôts, mais cherche à ne pas payer 2 fois les impôts. Et donc l'importance d'avoir des accords de non-double imposition entre la Tunisie et tous les pays où les investisseurs existent, on parle des pays européens, des Américains, où les fonds de pension aujourd'hui sont installés en Europe, aux États-Unis. Il faut donc développer des accords de non-double imposition qui soient avantageux et idéalement qu'il y ait une imposition en Tunisie. C'est que l'accord de non-double imposition dise, eh bien, l'investisseur qui viendra ici sera imposé en Tunisie avec un taux préférentiel. Et donc du coup, il n'aura pas à payer dans son propre pays une imposition, mais il paiera cette imposition en Tunisie. Donc ça sera d'une pierre deux coups pour la Tunisie. On attirera les investissements, mais on pourra les fiscaliser en Tunisie. L'autre critère très important, c'est la transparence fiscale. C'est d'avoir des véhicules financiers qui peuvent être transparents et donc qui donnent la possibilité d'appliquer des accords de non-double imposition. Troisième critère, donc réputation, fiscalité, mais aussi véhicule juridique. Aujourd'hui, le Code de prestation de services pour les non-résidents de 2009 a créé un véhicule qui est le fonds ARIA, qui est complètement déconnecté en Tunisie de la réalité, qui n'est pas du tout utilisé. Un, parce que les décrets d'application du Code ne sont pas sortis, et deux, parce que la loi elle-même s'est inspirée de la réglementation française, qui elle-même est devenue désuète aujourd'hui, qui n'est plus applicable. Donc il faut actualiser les véhicules d'investissement en Tunisie. Je pense qu'il ne faut pas créer un véhicule d'investissement spécifique pour l'offshore, mais travailler sur l'existant, c'est-à-dire développer les FCPR tunisiens pour en faire des véhicules offshore qui fonctionnent. Aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes sur les FCPR, il y a une période de blocage très longue,
on ne peut pas distribuer les plus-values de sortie jusqu'à la période de préliquidation pendant une longue durée, donc qu'est-ce qu'il faut faire de l'argent? Enfin, il faut avoir la flexibilité de pouvoir faire des distributions, et donc en s'inspirant notamment de la SLP française, je pense que ça serait un instrument qui serait très attractif pour les investisseurs étrangers. Quatrième critère dont je parlerai aujourd'hui, c'est les coûts. Bien sûr, lorsque vous souhaitez créer un fonds, vous souhaitez avoir des coûts de fonctionnement qui soient les plus faibles possibles. Bon, bien sûr, en Tunisie, les coûts sont faibles, mais il faut penser en termes de rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, en termes, par exemple, si je prends le contexte réglementaire, en termes de visibilité pour un investisseur, pour les textes de loi applicables sur le régime fiscal, c'est très compliqué. Aujourd'hui, même pour accéder aux textes de loi, c'est compliqué, il n'y a pas de base de données vraiment accessible pour un investisseur ou pour des avocats étrangers pour pouvoir consulter les textes. Et je suis très content qu'aujourd'hui, on ait le ministre de la Communication et de l'économie numérique qui est présent aujourd'hui et qui a fait un de ses chevals de bataille, l'économie numérique et la numérisation. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire sur les textes, la numérisation des textes de loi, de la jurisprudence et de la rendre accessible. Pourquoi pas à travers un partenariat public-privé avec un éditeur privé pour pouvoir faire une base de données juridique accessible à tous les professionnels. Sinon, d'ailleurs à ce sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter la problématique liée à la directive AIFMD pour les gestionnaires de fonds tunisiens? Si on avait à l'adopter en Tunisie, comment ça va se passer pour les gestionnaires de fonds tunisiens? Je parlais avec Hervé hier de la directive AIFM. Il me disait qu'aujourd'hui, en France, même si un gestionnaire de fonds n'est pas obligé de se soumettre à la directive, eh bien, il s'y soumet, parce que c'est devenu un critère pour les investisseurs. Aujourd'hui, la directive AIFM, pour la salle, j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent, mais c'est une directive qui impose certaines règles de fonctionnement aux gestionnaires de fonds. Donc, notamment en termes de capital minimum, en termes de rémunération. Et donc ça protège les investisseurs en mettant certains critères sur les gestionnaires. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a deux impacts pour les gestionnaires tunisiens. Même si c'est une directive européenne, les gestionnaires tunisiens sont impactés de deux manières principales. Le premier impact, c'est la commercialisation des fonds. Aujourd'hui, pour pouvoir faire un roadshow en Europe, pour aller à Paris, à Bruxelles, à Londres, rencontrer des investisseurs étrangers pour investir dans un fonds tunisien, eh bien, il faut être aujourd'hui agréé auprès des autorités de tutelle en Europe, en France, à Londres, etc. Donc ce qui fait qu'il faut être agréé auprès de l'AMF, par exemple, si je dois demain rencontrer un investisseur français pour le convaincre d'investir en Tunisie. L'obligation d'avoir un agrément nécessite l'existence d'un accord de coopération entre l'AMF et le CMF. C'est très bien que Mme Sérine soit présente aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore cet accord de coopération entre la Tunisie et l'Europe pour pouvoir avoir l'échange d'informations qui permet à un gestionnaire tunisien d'être agréé auprès des autorités européennes et donc de pouvoir commercialiser ses fonds et démarcher les investisseurs européens. Ça, c'est un point très important. Deuxième point où nous sommes impactés, c'est sur la délégation de services en Tunisie. Vous savez que la Tunisie est un hub aujourd'hui pour la sous-traitance de certains services, notamment les call centers ou d'autres services. Si on voulait prendre l'exemple du capital investissement, donc si un gestionnaire français souhaitait déléguer certains services en Tunisie pour un gestionnaire tunisien, aujourd'hui, le gestionnaire français doit justifier de l'existence de cet accord de coopération entre la Tunisie et son pays pour que son sous-traitant puisse être agréé dans le pays d'origine. Donc c'est vraiment urgent, il est vraiment urgent aujourd'hui d'avoir cet accord de coopération pour la commercialisation et pour la sous-traitance en Tunisie. Je rebondis sur ce que vous avez dit, donc je m'adresse à Cyril. En fait, je sais que le CMF a des discussions en ce moment avec l'ESMA pour l'adoption de cette directive AIFM. Où est-ce que vous en êtes au niveau des discussions? En fait, nous avons été sollicités donc, en étant membre de l'OICV, l'Organisation internationale des commissions de valeur, par l'ESMA pour la signature de cet accord donc, après la promulgation de la directive AIFM. Et enfin, la lecture de cette convention a suscité de la part du CMF quelques remarques, 3 ou 4 remarques en gros. Nous sommes en discussion donc, avec l'ESMA pour la prise en charge de ces remarques qui apparemment ont été acceptées. Et donc,
donc, il y a encore 2 ou 3 étapes et cet accord sera signé donc, incessamment. Donc, ça ne va pas être tardé à signer, ce qui permettra donc aux gestionnaires tunisiens de commercialiser leurs fonds en Europe ou de se voir déléguer justement des missions de gestion en Tunisie. Mais on a entamé justement les discussions depuis 2014, mais c'est vrai que c'est un processus qui est un peu long parce qu'il y a des échanges de courriers donc, entre la Tunisie et l'ESMA. Et donc ça a pris un peu de temps, c'est vrai, mais ça va se faire incessamment. Et sinon, pour le cadre réglementaire pour un véhicule offshore ou un véhicule type Limited Partnership, est-ce que vous êtes en train de préparer un cadre dans ce sens ou est-ce que vous êtes avancé, est-ce que vous êtes au tout début? Il y a eu donc le code de prestation de services financiers en non-résidents qui a été promulgué en 2009. Mais je pense que ce cadre est devenu obsolète, qu'il faut le changer justement. Il faut parler aux investisseurs internationaux leur propre langage. On ne peut pas leur proposer des produits qui sont devenus obsolètes dans leur pays d'origine. C'est un code au fait, qui ne fait pas la différence entre OPCVM investi en bourse et FCPR. Donc c'est un cadre commun aux deux. Donc on va rencontrer les mêmes problèmes que nous rencontrons actuellement dans le cadre onshore, avec un cadre qui est donc commun aux deux secteurs. Les fonds experts, c'est des fonds ARIA, donc c'est des fonds qui existaient dans la réglementation française et qui n'existent plus dans la réglementation française. Donc maintenant, il faut parler en termes de fonds alternatifs. Autre chose aussi à modifier, c'est il faut rajouter tout ce qui est offshoring. C'est un code qui ne prend pas en charge tout ce qui est offshoring. Et surtout introduire les notions de limited partnership et general partnership, justement pour parler le même langage à l'international des investisseurs internationaux. Donc c'est un projet en cours. Et c'est pour ça d'ailleurs que les décrets d'application ne sont pas encore promulgués, parce qu'on hésite soit un toilettage du code de prestation, donc services financiers en non-résidents, et à ce moment-là, donc le code va être touché, et par la suite, il y aura la promulgation des décrets d'application, soit carrément refaire le code. Vous avez une idée sur les délais? Avec le nouveau ministre, je pense que ça va être fait rapidement parce que vous savez, il y a eu une succession de ministres, donc à chaque fois nous retravaillons, après c'est mis de côté, après ça ne fait pas partie des priorités, après ça fait partie des priorités. Donc là, je pense que les discussions donc, ont été entamées il y a 3 ou 4 mois et je pense que nous allons travailler donc, sur ça incessamment. Merci Céline. Donc je reviens vers Kérim, je pense qu'on n'a plus tellement le temps. Est-ce que tu pourrais conclure un peu donc, les grandes lignes qui se sont dégagées de ce panel et mettre en place des recommandations si tu en as? Alors, en fait, je vais essayer de faire un wrap-up un petit peu de ce qui a été dit, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de résumer. Parmi les premières recommandations, en fait, c'est permettre au SICAR FCPR de financer donc, les cycles d'exploitation de l'UBFR, par exemple. Parce que, comme j'ai mentionné précédemment, il y a cette obligation qui pèse un peu sur le cadre dédié, qui accapare quand même à peu près 70 à 80% des volumes investis par les capital investisseurs en Tunisie, et qui oblige un peu à ce que ces investissements soient canalisés vers des projets d'investissement, des investissements physiques. Donc il faudrait qu'on se détache un petit peu de cette vision et de penser réellement à l'entreprise, à la PME et à ses besoins financiers. Et parmi les besoins financiers de la PME, il y a le financement du besoin en fonds de roulement. Donc ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est de revoir la définition de la PME au sens du capital risque, pour qu'elle soit une définition objective qui prenne en considération des critères objectifs qui ne sont pas en relation avec des notions comme le faux produit, par exemple, ou un coût du projet. Troisième recommandation, c'est l'encouragement, le développement de l'innovation au sens large, et qui commencerait d'abord par l'instauration d'une définition claire de l'innovation. Quatrième recommandation, l'introduction de nouveaux instruments financiers de type actions de préférence, stock options et bandes de souscription d'actions, parce que ce sont des instruments qui sont nécessaires d'abord pour faire de l'ingénierie financière et pour pouvoir avancer sur les transactions, et puis ce sont des instruments en fait qui sont là pour aligner les intérêts entre investisseurs et entrepreneurs. Je reviens aussi donc sur la signature rapide d'un accord de coopération entre le CMF et l'autorité de réglementation européenne, donc l'ESMA, au sujet donc, de la directive AIFM, pour permettre à nos gestionnaires de fonds de pouvoir commercialiser un peu leurs produits auprès de souscripteurs,
d'investisseurs européens basés en Europe. Il y a donc l'instauration d'un cadre offshore pour permettre à la Tunisie en fait d'être une destination et d'attirer donc des fonds offshore. Il y a la création d'un véhicule de type Limited Partnerships, donc qui ont un peu la personnalité juridique et auxquels les investisseurs étrangers sont habitués à ce genre de véhicule. Je reviens à des remarques aussi du type l'élimination de la TVA sur les prestations de services des gestionnaires de fonds, l'exonération de la plus-value sur les participations qui n'ont pas été imputées sur le catalogue d'investissement. C'est-à-dire, il faut juste regarder un peu c'est quoi la finalité de cette opération d'investissement. À partir du moment où l'investisseur financier, l'investisseur en capital, a financé une société, il est sorti au bout de 5 ans, il n'y a pas de raison de dire à cet investisseur non, la participation initialement n'a pas fait l'objet, n'a pas été imputée sur le catalogue d'investissement, donc vous n'avez pas droit à défiscaliser la plus-value. Donc l'augmentation du ratio d'utilisation des obligations convertibles en actions à plus de 30%. Il y a aussi donc diminuer le ratio d'investissement, donc le ratio d'investissement de 80%, la condition d'exercice, je viens d'en parler au départ, donc qui exige un peu que les ressources, toutes les ressources des SICAR et des FCPR soient utilisées, donc soient investies à hauteur de 80%. Donc de part déjà, vous avez parlé, Salma, donc qu'en Europe, en fait, dans la majorité des réglementations, dans la plupart des réglementations, ce ratio serait entre 60 et 70%. Donc le fait d'imposer un ratio de 80% pourrait en fait ne pas permettre à certains gestionnaires de FCPR de couvrir toutes les charges. Le fait d'imposer des normes comptables spécifiques au private equity. Le fait d'extraire la réglementation relative au FCPR du code des OPC. Voilà, donc c'est principalement, il y a le ratio de diversification des risques qui est très très important. Donc faire le distinguo en fait entre investisseur qualifié et un investisseur non qualifié, en averti, et donc le fait de permettre un peu de dépasser un peu ce ratio de diversification et donc d'aller au-delà de 15% dans une seule participation sur un fonds. Lorsque le fonds est souscrit par des investisseurs qualifiés, avertis. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup, donc merci pour votre attention. Je crois qu'il y a un bon déjeuner qui nous attend. Tout à fait. Donc je pense qu'on va y aller. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais juste donc vous inviter moi, je pense que ce panel-là est un panel intéressant parce que il touche aussi bien l'activité onshore que l'activité offshore du capital investissement. Et l'objectif, justement, de ce genre de conférence, c'est de sortir avec des recommandations à faire un peu aux législateurs par des professionnels du métier qui pratiquent le métier au quotidien pour réellement attirer l'attention sur certaines défaillances un peu dans la réglementation qu'on pourrait dépasser rapidement en fait à travers certaines corrections qu'on pourrait mettre en place. Alors sans plus tarder, on approche de 1 heure je pense, donc je vous invite à un déjeuner donc au restaurant en bas. Voilà. Alors, on reprend nos travaux à 14 heures. On aura donc un panel très intéressant qui sera rehaussé par la présence de Sina Al-Fehri, donc ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique. Donc ça traitera du financement de l'innovation et des technologies d'information et de la communication.